Alors aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps et dans l'espace. On part en Algérie, au milieu du XXe siècle, à la découverte de la vie d'un village kabyle. Et notre guide, ce sera l'écrivain Mouloud Feraoun. On va voir que ce monde, qui peut paraître si lointain, a finalement quelque chose de très universel. Voilà comment Pharaon choisit de commencer son récit. C'est fort, non? Ce n'est pas juste un attachement un peu naïf, non, c'est une véritable déclaration. Une déclaration d'amour, mais lucide, pour ce lieu qui nous construit, avec tout ce qu'il a de bon et de moins bon. Et ce livre, Jour de Kabylie, c'est vraiment bien plus qu'une simple histoire. C'est un témoignage précieux. Pharaon, il arrive à capturer l'âme d'un monde qui est sur le point de changer radicalement. Il nous montre des tensions, la vie de tous les jours, et c'est ce qui le rend si poignant, et finalement complètement intemporel. Là, c'est carrément le village qui prend la parole. C'est une idée géniale de Pharaon. Le village s'adresse à ses enfants qui reviennent de la grande ville, un peu changés. Et il leur dit en gros, alors mes ruelles sont trop sales pour vous, votre maison est trop petite, mais vous oubliez que c'est chez vous, c'est plein de votre histoire, c'est plein de votre nom. C'est une façon très puissante de nous rappeler à quel point elle est liée à nos racines. Alors, pour commencer cette visite, on va d'abord s'intéresser au domaine des hommes. On va voir quels sont ces lieux publics où leur identité se construit, où elle se montre. Le premier lieu, c'est la Djemma. Alors, la Djemma, attention, ce n'est pas juste la place du village, c'est bien plus que ça, c'est vraiment le cœur du monde des hommes. Pharaon explique que chaque homme a l'impression que cette place lui appartient un peu personnellement. C'est là que tout se joue, le pouvoir, le sentiment d'appartenir à un groupe et bien sûr la parole. Et bien sûr, il y a une tension qui apparaît, une tension entre l'ancien et le nouveau. Pharaon nous rapporte les plaintes d'un ancien du village qui dit « Avant, la Djemma, c'était le lieu des sages. On y défendait l'honneur du clan, le sof, et chaque mot avait son poids. Mais aujourd'hui, eh bien, ce sont les jeunes qui ont pris la place, qui se moquent un peu de tout ça. » Allez, on quitte la Djemama pour une autre scène, une autre arène masculine, le marché hebdomadaire. Et là encore, ce n'est pas juste un lieu où l'on achète et l'on vend. Non, non, c'est un véritable théâtre social. C'est une scène bouillonnante où la réputation, l'intelligence, l'esprit de chacun sont mis à l'épreuve à chaque instant. Le marché, c'est pour les hommes, nous dit Pharaon. Il faut oser, savoir prendre des risques et surtout, il faut sauver la face. Chaque discussion, chaque négociation, c'est une petite performance. C'est une joute verbale, une sorte de combat d'esprit. Et même l'honnêteté, eh bien, ça devient une tactique, une stratégie dans ce grand jeu social. Bon, on a vu le monde des hommes. Maintenant, changeons de décor et allons voir ce qui se passe du côté des femmes, dans leur univers qui est tout aussi riche et complexe. Et là, la comparaison est vraiment intéressante. Si la Djimas, c'est l'arène politique des hommes, eh bien la fontaine, c'est la scène sociale des femmes. C'est leur djima à elles, en quelque sorte. C'est leur espace de liberté, leur lieu de connexion, loin du contrôle des hommes. La fontaine, c'est vraiment le centre de la vie sociale des femmes. C'est là qu'on papote, qu'on rit, que les nouvelles circulent plus vite que partout ailleurs. C'est là que les amitiés se nouent, que les réputations se construisent. C'est un lieu tellement important que la toute première sortie officielle d'une jeune mariée, c'est à la fontaine, avec tout un cortège, un vrai rituel. Mais à côté de toute cette vie, de cette effervescence, Pharaon nous montre une autre image. Une image beaucoup plus dure, plus solitaire, celle de la vieille femme qui ramasse du bois. Et elle représente tout le travail acharné, ce labeur incessant et souvent invisible qui fait tourner le village. Le contraste est vraiment saisissant. Alors, qu'est-ce qui fait tenir toute cette communauté ensemble? Quel est le ciment qui les unit, surtout quand les choses vont mal? On va s'intéresser maintenant aux rituels, à la foi, à tout ce qui soude le village. Imaginez une année où tout semble aller de travers. Les présages sont mauvais, il y a des rumeurs, des rêves inquiétants. Comment est-ce qu'une communauté comme celle-ci fait face à cette angoisse collective? Comment réagit le village? Eh bien, la réponse, c'est un rituel bien précis, la Timshret. C'est un grand sacrifice collectif. D'abord, il y a un signe. Ensuite, tout le village se cotise. Chaque famille donne de l'argent pour acheter des bœufs. Puis vient le moment du sacrifice, un événement très intense. Et enfin, l'étape la plus importante, la division de la viande. Chaque morceau est pesé pour que chaque famille reçoive une part exactement égale. C'est un moment de cohésion sociale extrêmement fort. Et au centre de cette vie spirituelle, il y a un personnage clé, le cheikh, le saint homme du village. Et c'est un personnage plein de paradoxes. D'un côté, il est allé à l'école française, il est instruit. Mais de l'autre, son rôle, c'est d'être le gardien des vieilles croyances. Il est constamment en train de naviguer entre ces deux mondes. Et cette citation est très révélatrice. Le cheikh parle au narrateur, qui est assez sceptique, et il lui dit en substance « Écoute, quand on est malade, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Les médicaments, la quinine, je ne dis pas non. Mais il faut quand même essayer autre chose. » Il ne rejette pas la science, mais il sait que face à la vulnérabilité, la foi a aussi son importance.
Pour terminer, regardons d'un peu plus près comment ce monde, en pleine transition, fait face au changement. Comment la tradition s'adapte, se transforme pour survivre. Et c'est là qu'on voit quelque chose de fascinant. Le village absorbe la modernité, mais il la réinterprète. Les gens se traitent de communistes ou de fascistes. Mais attention, ça n'a rien à voir avec l'idéologie politique. En fait, fasciste, c'est juste le nouveau nom pour le clan qui est au pouvoir, et communiste, c'est le clan d'opposition. C'est une nouvelle façon de nommer les très très vieilles rivalités entre les clans du village. Et Pharaon termine sur cette image, ce vœu que fait le chacal. Une vision presque éternelle du temps qui passe. Que la saison des figues, la meilleure saison, dure éternellement. C'est une image magnifique, qui exprime un désir très profond, très humain, celui d'un temps d'abondance et de paix qui ne s'arrêterait jamais. Finalement, ce que Pharaon nous montre de son village, ça va bien au-delà de la Kabylie. Ça nous pousse à réfléchir, dans nos propres vies, dans nos propres communautés, quels sont nos lieux sacrés, quelles sont nos règles non dites, nos rituels qui nous lient les uns aux autres et qui définissent ce qu'on appelle « chez soi ».